La sonnette retentit, et quelque chose en vous se recroqueville, non pas de colère, mais d'un épuisement singulier qui s'installe dans vos os avant même que vous n'atteigniez la porte. Vous vous arrêtez, la main en suspens au-dessus de la poignée, et pendant un instant, vous vous demandez quel genre de personne ressent de l'effroi au son d'une visite inattendue. La réponse pourrait vous surprendre car selon Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds de la psychologie, cette réaction n'est pas un défaut de caractère ou une tendance antisociale. C'est en fait une fenêtre sur la façon dont votre énergie psychique fonctionne, et la comprendre pourrait transformer la façon dont vous vous voyez et votre besoin de solitude. Ce que vous vivez n'est pas de l'impolitesse ou de la misanthropie. C'est une réalité énergétique que des millions de personnes gèrent au quotidien, mais dont elles discutent rarement ouvertement. Les perspectives révolutionnaires de Jung sur la psyché humaine révèlent que votre maison n'est pas seulement 4 murs et un toit. C'est un reflet de votre monde intérieur, un sanctuaire où votre moi le plus authentique peut respirer et se régénérer. Lorsque cet espace semble envahi, même par des visiteurs bien intentionnés, quelque chose de fondamental est perturbé. Tout au long de cette exploration, nous allons découvrir 6 perspectives puissantes de la psychologie jungienne qui vont recadrer tout ce que vous pensiez savoir sur la solitude, les limites et la nature sacrée de votre espace intérieur. Vous découvrirez pourquoi votre maison sert de miroir à votre psyché, comment les visiteurs inattendus peuvent activer des aspects cachés de votre personnalité et pourquoi l'archétype ancien de l'ermite pourrait détenir la clé de votre bien-être psychologique. À la fin, vous aurez des outils pratiques pour honorer votre besoin de solitude sans culpabilité et une compréhension plus profonde de la raison pour laquelle protéger votre sanctuaire intérieur n'est pas égoïste, mais essentiel. Le travail novateur de Jung sur l'introversion et l'extraversion reste l'une de ses contributions les plus mal comprises à la psychologie. La plupart des gens pensent que ces termes décrivent si vous êtes timide ou extraverti, mais le cadre original de Jung va beaucoup plus loin. Il décrivait la direction fondamentale de l'énergie psychique, la force invisible qui anime votre vie mentale et émotionnelle. Les extravertis tirent leur énergie du monde extérieur. L'interaction sociale, la stimulation et l'engagement extérieur rechargent en fait leur batterie de psychologique. Ils s'épanouissent dans l'échange d'idées, le bourdonnement des conversations et le flux dynamique des stimuli externes. Pour eux, l'isolement peut sembler épuisant car ils sont coupés de leur principale source d'énergie. Les introvertis, cependant, fonctionnent sur un système entièrement différent. Leur énergie s'écoule vers l'intérieur, vers la réflexion, la contemplation et le riche paysage de leur monde intérieur. Le silence n'est pas vide pour eux, il est plein de possibilités. La solitude n'est pas solitaire, elle est réparatrice. Lorsque les introvertis sont surexposés à la stimulation externe, aux conversations et aux exigences sociales, leur système psychique ne se fatigue pas seulement. Il s'éteint activement comme un mécanisme de protection. C'est pourquoi votre maison devient bien plus qu'une adresse. Elle se transforme en ce que l'on pourrait appeler un quai de recharge pour votre système psychologique. Pensez-y de cette façon. Si vous êtes un introverti qui a passé la journée à gérer des réunions, des appels téléphoniques, des courses et des interactions sociales, vous avez constamment épuisé vos réserves d'énergie. Votre maison est l'endroit où vous vous rebranchez, où les fils invisibles de votre attention dispersée peuvent enfin se retisser en un tout cohérent. Lorsque des visiteurs inattendus arrivent, ils ne franchissent pas seulement votre seuil physique, ils perturbent ce processus délicat de réorganisation interne. Même des invités bien intentionnés apportent avec eux ce que Jung appellerait leur propre champ psychique, avec leurs histoires, leurs humeurs, leurs attentes et leurs besoins émotionnels. Votre système, déjà en mode de récupération, doit soudainement changer de vitesse, activer ce que Jung a appelé la persona, votre masque social, et s'engager à nouveau vers l'extérieur. L'épuisement que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est la réponse honnête de votre psyché à une économie d'énergie qui a été déséquilibrée. Comprendre cela recadre votre préférence pour la solitude d'un échec social à une expression légitime de la façon dont votre système psychologique maintient une fonction optimale. Tout comme vous ne jugeriez pas quelqu'un qui a besoin de manger lorsqu'il a faim ou de dormir lorsqu'il est fatigué. Votre besoin de solitude ininterrompue
méritent le même respect et la même compréhension. La compréhension symbolique de la psyché de Jung nous offre une métaphore profonde. Votre maison comme une représentation vivante de votre monde intérieur. Ce n'est pas de la simple poésie. C'est un cadre pratique pour comprendre pourquoi certains espaces sont sacrés et pourquoi les violations de ces espaces peuvent être si profondément troublantes. Considérez comment les différentes pièces de votre maison correspondent à différents aspects de votre paysage psychologique. Votre chambre représente l'intimité et la vulnérabilité, les espaces privés où vous êtes le plus authentiquement vous-même. Le salon incarne votre moi social, où vous interagissez avec les autres et vous présentez au monde. Votre cuisine pourrait représenter la nourriture émotionnelle et les soins que vous vous accordez à vous-même et aux autres. Le sous-sol contient vos profondeurs inconscientes, ces aspects cachés de vous-même qui restent largement inexplorés. Le grenier symbolise vos pensées supérieures, vos aspirations et vos aspirations spirituelles. La porte d'entrée devient alors la frontière cruciale entre le soi et le monde, entre le sanctuaire intérieur et les exigences extérieures. Lorsque quelqu'un franchit ce seuil sans y être invité, il n'entre pas seulement dans votre espace physique, il pénètre la frontière symbolique de votre psyché elle-même. Il apporte avec lui ce que Jung appellerait une énergie étrangère, avec sa propre météo émotionnelle, ses besoins psychologiques et ses projections inconscientes. Pour quelqu'un qui est naturellement sensible à ces changements énergétiques subtils, ou quelqu'un qui est au milieu de ce que Jung a appelé l'individuation, le processus d'une vie entière pour devenir authentiquement soi-même, cette intrusion peut se sentir véritablement déstabilisante. Votre maison sert de miroir extérieur de votre état intérieur. Lorsque votre espace de vie semble calme et ordonné, quelque chose en vous a probablement atteint un équilibre similaire. Lorsque les visiteurs perturbent cette atmosphère, votre inconscient peut signaler qu'un travail psychologique important est en cours et a besoin d'être protégé. Cette compréhension symbolique vous accorde quelque chose de précieux, la permission morale de protéger votre espace psychique avec la même vigilance que vous protégeriez votre corps physique. Tout comme vous ne vous sentiriez pas coupable de verrouiller vos portes la nuit ou de maintenir une hygiène personnelle, protéger l'intégrité énergétique de votre maison devient un acte d'auto-soin psychologique plutôt qu'un comportement antisocial. Les implications pratiques sont profondes. Vous commencez à comprendre que votre réticence à recevoir n'est pas de rejeter les autres, mais de maintenir les conditions internes délicates nécessaires à la santé et à la croissance psychologique. Votre maison n'est pas seulement l'endroit où vous vivez. C'est là que votre âme accomplit son travail le plus important. L'un des concepts les plus puissants de Jung explique pourquoi même des visites sociales apparemment innocentes peuvent déclencher des réponses émotionnelles aussi disproportionnées. L'ombre, telle que Jung l'a décrite, contient tous les aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés, réprimés, ou que nous n'avons tout simplement pas encore intégrés à la conscience. Cela inclut non seulement les traits négatifs que nous préférerions ne pas reconnaître, mais aussi les qualités positives que nous avons eu peur de revendiquer. Lorsque des visiteurs entrent dans votre espace, ils apportent inévitablement leur propre énergie, leurs perspectives et leurs projections inconscientes. Parfois, sans que vous ne vous en rendiez compte, leur présence peut effleurer ces territoires de l'ombre en vous. Un commentaire occasionnel, un certain ton de voix, ou même simplement leur façon d'occuper l'espace peut activer du matériel non traité qui vit dans vos profondeurs psychologiques. Jung a célèbrement observé que ce qui reste inconscient en nous a tendance à apparaître comme le destin dans notre monde extérieur. Appliqué aux situations sociales, cela signifie que les schémas récurrents de malaise autour de certains types de personnes ou de scénarios sociaux pourraient en fait être la façon dont votre psyché signale les domaines qui ont besoin d'attention et d'intégration. Cette irritation soudaine lorsque quelqu'un réarrange vos meubles sans demander, l'agitation inexplicable lorsqu'un invité fait un commentaire anodin sur vos choix de vie, ou l'envie irrésistible de mettre fin à une visite qui semblait assez agréable en surface, ce ne sont pas des défauts de caractère ou des signes de dysfonctionnement social. Ce sont les premiers signaux d'alerte de votre psyché, vous alertant des endroits où un travail psychologique important reste à faire. L'ombre ne veut pas nécessairement vous blesser ou vous embarrasser. Souvent, elle essaie de protéger l'intégrité de votre développement psychologique. Lorsque vous ressentez cette résistance familière à l'engagement social,
Une partie de ce que vous pourriez vivre est un réflexe de protection qui protège les aspects vulnérables de votre processus de croissance intérieure. Plutôt que de pathologiser ces réponses ou de vous forcer à les ignorer, Jung suggérerait de les traiter comme des données précieuses. Qu'est-ce qui est remué? Quelle vieille blessure ou hypothèse non examinée pourrait être activée? Comment pouvez-vous utiliser cet inconfort comme une porte d'entrée vers une plus grande compréhension de soi, plutôt que simplement une autre raison de vous juger durement? Mal, je suis une personne sensible, dont la psyché est activement engagée dans un travail de développement important qui nécessite protection et respect. L'activation de l'ombre ne devient pas un problème à résoudre, mais un mystère à explorer avec curiosité et compassion. La compréhension de l'ombre par Jung révèle quelque chose de remarquable. Ce n'est pas simplement un réservoir pour tout ce qui est sombre et indésirable en nous. Cachés dans ces profondeurs de l'ombre se trouvent également nos potentiels non réalisés, nos énergies créatives inexploitées et nos vérités authentiques que nous n'avons pas encore eu le courage d'exprimer. Les parties mêmes de nous-mêmes que nous avons mises de côté pourraient contenir les clés de notre croissance la plus profonde et de notre expression de soi. Lorsque vous vous sentez submergé par les obligations sociales ou épuisé par une disponibilité constante envers les autres, votre psyché pourrait essayer de communiquer quelque chose de vital. Peut-être que vous avez trop vécu en surface, en vous adaptant aux besoins des autres tout en négligeant les courants plus profonds de votre propre développement. Peut-être que vous vous êtes tellement concentré sur le fait d'être acceptable, serviable et socialement approprié, que vous avez perdu le contact avec des expressions plus authentiques de qui vous êtes vraiment. L'épuisement qui suit d'interminables bavardages. L'épuisement après avoir organisé des rassemblements où vous avez joué un rôle plutôt que de vous connecter. Le sentiment subtil de vous trahir lorsque vous acceptez des plans sociaux qui ne correspondent pas vraiment à votre énergie. Ces expériences pourraient être la façon dont votre ombre dit que quelque chose de précieux en vous a besoin d'espace. Ce pour émerger. Jung croyait que l'individuation, le processus pour devenir authentiquement soi-même, nécessite des périodes régulières de retrait et d'introspection. Non pas parce que le monde est mauvais ou parce que les autres sont le problème, mais parce que la transformation se produit dans les espaces calmes entre les exigences externes. Comme les graines qui ont besoin d'obscurité et de calme pour germer, vos potentiels non réalisés ont souvent besoin de solitude pour prendre racine et grandir. Lorsque vous honorez votre besoin de retrait, vous n'êtes pas paresseux ou antisocial. Vous créez un incubateur pour des aspects de vous-même qui attendaient patiemment les bonnes conditions pour émerger. Ce projet créatif que vous avez toujours voulu commencer, ce changement de carrière que vous envisagez, ce niveau plus profond d'authenticité que vous sentez possible, tout cela pourrait être des cadeaux de l'ombre qui ont besoin de temps et d'espace protégés pour se développer. Le courage de dire non aux obligations sociales qui ne servent pas à votre développement plus profond n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de fidélité à votre propre devenir. Chaque fois que vous choisissez la solitude plutôt que l'engagement social superficiel, vous faites de la place pour ce que Jung a appelé la fonction transcendante, la capacité de la psyché à faire le pont entre le matériel conscient et inconscient, et à générer de nouvelles possibilités de croissance et d'expression. Le concept de la persona de Jung aide à expliquer une autre dimension de la raison pour laquelle le fait de recevoir et d'être constamment disponible socialement peut être si épuisant, surtout dans le sanctuaire de votre propre maison. La persona est le masque adaptatif que nous portons tous pour fonctionner efficacement dans les situations sociales. Ce n'est pas faux ou inauthentique. C'est un outil psychologique nécessaire qui nous aide à naviguer dans les exigences complexes de l'interaction humaine. Cependant, la persona nécessite des micro-ajustements et des performances constants. Lorsque vous recevez des visiteurs, vous n'avez pas seulement une conversation. Vous gérez simultanément des dizaines d'indices sociaux subtils. Vous surveillez le ton de votre voix, ajustez vos expressions faciales, choisissez vos mots avec soin, et même gérez inconsciemment des éléments comme l'éclairage, le rangement et le timing pour créer une atmosphère particulière. Ce multitâche est énergétiquement coûteux, surtout dans votre maison où votre moi le plus authentique s'attend à trouver refuge et restauration. Jung a averti que les personnes qui s'identifient trop à leur persona
qui oublient où le masque social se termine et où leur moi authentique commence, connaissent souvent ce qu'il a appelé le cri de l'âme. Les parties plus profondes de vous-même protestent littéralement contre la performance constante. Beaucoup de gens sont devenus si habitués à porter leur masque social qu'ils continuent à jouer un rôle même dans leur propre espace de vie. Ils sourient quand ils n'ont pas envie de sourire, s'engagent dans de petits bavardages quand ils aspirent à une connexion significative ou à un silence confortable, et s'épuisent à essayer d'être l'hôte parfait alors que ce dont ils ont vraiment besoin est simplement d'exister sans ajustement ni performance. Votre maison mérite d'être le seul endroit où la persona peut se reposer, où vous pouvez bouger à votre rythme naturel, exprimer vos humeurs authentiques et exister sans la calibration constante qu'exige l'interaction sociale. Lorsque des visiteurs inattendus arrivent, ils vous demandent essentiellement de remettre votre masque dans l'espace même, conçu pour son retrait. Jung suggérerait que défendre votre droit d'être pleinement vous-même dans votre propre espace n'est pas un comportement antisocial. C'est de l'hygiène psychologique. L'énergie que vous économisez en ne jouant pas constamment un rôle peut être redirigée vers le travail intérieur d'individuation, d'expression créative et de véritables soins personnels. Les relations qui émergent de cette base plus authentique sont susceptibles d'être plus significatives et durables que celles construites sur une disponibilité constante et une hospitalité de façade. Comprendre la persona vous donne la permission de donner la priorité à une authentique préservation de soi, plutôt qu'aux attentes sociales. Vous n'êtes pas obligé d'être éternellement accommodant, constamment disponible ou perpétuellement en marche dans votre propre maison. La vertu réside non pas dans le sacrifice de soi, mais dans le maintien d'une intégrité psychologique suffisante pour se montrer authentiquement lorsque vous choisissez de vous engager avec les autres. Jung a identifié l'individuation comme la tâche centrale du développement psychologique de l'adulte. Le processus graduel de vous différencier des attentes parentales, du conditionnement social et des hypothèses collectives pour découvrir qui vous êtes vraiment sous toute la programmation héritée. Ce processus nécessite inévitablement des périodes de retrait, non pas comme une évasion de la vie, mais comme un engagement plus profond avec votre moi authentique. L'attrait pour la solitude que beaucoup de gens ressentent, surtout pendant les transitions majeures de la vie, n'est pas un signe de dépression ou de dysfonctionnement social. Souvent, cela signale que vous êtes au seuil d'une croissance psychologique significative. Quelque chose en vous est prêt à émerger et ne peut pas se développer pendant que vous répondez constamment aux exigences et aux attentes externes. Jung a observé que la solitude ne vient pas nécessairement du fait d'être seul avec les autres, mais de l'incapacité d'exprimer ce qui compte le plus profondément pour vous. Paradoxalement, vous pouvez vous sentir plus isolé dans une pièce pleine de gens engagés dans une conversation superficielle que dans une solitude choisie, où vos pensées et sentiments authentiques ont de l'espace pour respirer et se développer. Le monde moderne offre d'innombrables opportunités de connexion, mais de moins en moins d'espace pour le genre d'écoute profonde que l'individuation exige. Les médias sociaux nous rendent perpétuellement disponibles aux besoins et aux opinions des autres. Nos téléphones garantissent que quelqu'un a toujours accès à notre attention. L'accent culturel mis sur le réseautage et la collaboration constante peut laisser très peu de place à la voix intérieure pour se faire entendre. Lorsque vous vous sentez poussé à vous retirer des obligations sociales, à annuler des plans ou à simplement passer de longues périodes seul, vous pourriez répondre à une impulsion d'individuation. Votre psyché peut signaler qu'il est temps de prendre du recul par rapport au bruit collectif et de vous accorder sur des fréquences qui vous sont propres. Ce n'est pas égoïste ou antisocial, c'est développemental. Les personnes qui ont le plus contribué à la compréhension humaine et à l'expression créative décrivent souvent les périodes de solitude nécessaires comme cruciales pour leur développement, non pas parce qu'elles ont rejeté les autres, mais parce qu'elles avaient besoin de temps ininterrompu pour traiter, intégrer et donner forme à des idées qui ne pouvaient émerger que dans le silence. Honorer votre besoin de retrait pendant ces périodes cruciales n'est pas abandonner vos responsabilités envers les autres, c'est prendre la responsabilité de votre propre développement psychologique, afin que, lorsque vous vous engagez dans le monde, vous apportiez quelque chose d'authentique et de précieux, plutôt que de simplement faire les gestes d'acceptabilité sociale. Les idées de Jung s'articulent en 6 compréhensions pratiques, qui peuvent transformer la façon
dont vous vous rapportez à votre propre besoin de solitude et à votre droit de fixer des limites autour de votre espace personnel et de votre énergie. Premièrement, reconnaissez que certaines personnes sont naturellement plus sensibles à ce que Jung a appelé les champs psychiques, les atmosphères émotionnelles et énergétiques subtiles qui entourent les individus et les groupes. Si vous êtes quelqu'un qui peut sentir quand l'humeur change dans une pièce, qui se sent épuisé après avoir passé du temps avec certaines personnes, ou qui a besoin de temps pour récupérer après des rassemblements sociaux, vous n'êtes pas dramatique ou trop sensible. Vous répondez à de véritables informations énergétiques que tout le monde ne perçoit pas avec la même intensité. Deuxièmement, comprenez que l'espace psychique est aussi réel et nécessaire que l'espace physique. Tout comme vous avez besoin de place pour bouger votre corps, vous avez besoin de place pour que vos pensées et vos sentiments circulent sans interruption constante ni redirection. Les visites, même agréables, introduisent donc des éléments étrangers dans votre écosystème psychologique qui nécessitent de l'énergie pour être traités et intégrés. Protéger votre solitude, c'est protéger les conditions nécessaires à votre bien-être mental et émotionnel. Troisièmement, reconnaissez le risque d'auto-aliénation qui découle d'une socialisation excessive. Lorsque vous passez trop de temps à répondre aux besoins, aux attentes et à l'énergie des autres, vous pouvez perdre le contact avec vos propres rythmes intérieurs et vos préférences authentiques. Le moi qui émerge dans la solitude, celui qui pense, ressent et désire sans influence extérieure, a besoin d'une attention et d'une validation régulière pour rester dynamique et accessible. Quatrièmement, traitez les activations de l'ombre comme des informations plutôt que des problèmes. Lorsque des visiteurs ou des situations sociales déclenchent des réponses émotionnelles disproportionnées, votre psyché met souvent en évidence des domaines où un travail de croissance important vous attend. Au lieu de vous juger pour ces réactions, abordez-les avec curiosité. Qu'est-ce qui est activé? Quels vieux schémas ou hypothèses non examinées sont remués? Comment cet inconfort peut-il devenir une porte d'entrée vers une plus grande compréhension de soi? L'attrait pour la solitude, surtout pendant les transitions de vie ou les périodes d'incertitude, signale souvent qu'un développement psychologique important est en train de se produire. Honorez ces impulsions, comme vous honoreriez des symptômes physiques qui indiquent que votre corps a besoin de repos ou d'attention. Votre psyché a sa propre intelligence concernant le timing et les conditions nécessaires à la croissance. Sixièmement, apprenez à dire non sans justification élaborée ni sentiment de culpabilité. Vous ne devez à personne une explication détaillée pour avoir besoin de temps seul, tout comme vous n'avez pas besoin de justifier le fait d'avoir faim ou d'être fatigué. Un simple « j'ai besoin de temps pour moi aujourd'hui » ou « je ne suis pas disponible pour des visites cette semaine » communique clairement et gentiment votre limite. Les personnes qui vous respectent vraiment comprendront que le maintien de votre bien-être psychologique profite en fin de compte à tous ceux qui se soucient sincèrement de vous. Ces idées créent un cadre pour comprendre que vos préférences en matière de solitude et d'interaction sociale ne sont pas des défauts de caractère ou des lacunes sociales. Elles sont des expressions de la façon dont votre psyché particulière maintient une fonction optimale, traite l'expérience et crée les conditions nécessaires à la croissance continue et à l'expression de soi authentique. Jung a reconnu que certains schémas archétypaux apparaissent de manière cohérente dans les cultures et à travers l'histoire, représentant des aspects universels de l'expérience psychologique humaine. L'archétype de l'ermite, celui qui se retire de l'engagement social pour chercher la sagesse intérieure et la clarté, offre un modèle puissant pour comprendre la nature sacrée de la solitude choisie. L'ermite ne se retire pas par haine de l'humanité ou incapacité à se connecter avec les autres. Ce personnage se retire pour poursuivre un autre type de travail, la culture patiente de la lumière intérieure, par le contact avec l'obscurité intérieure. L'image traditionnelle de l'ermite montre un personnage portant une lanterne, ne fuyant pas le monde mais l'illuminant par la sagesse acquise dans la solitude. Cet archétype représente une position contre-culturelle à notre époque hyper connectée. Alors que le message culturel dominant suggère que la disponibilité constante, le réseautage et l'engagement social sont des signes de santé psychologique et de réussite, l'archétype de l'ermite nous rappelle qu'une partie du travail le plus important de la vie se déroule en se retirant de ses exigences.
Lorsque vous vous sentez appelé à éteindre votre téléphone, à fermer votre porte et à passer de longues périodes seul avec vos pensées, vous répondez potentiellement à l'appel de l'ermite. Ce n'est pas de l'évasion ou de l'évitement. C'est une forme d'engagement actif avec les profondeurs de votre propre expérience. Le travail de l'ermite consiste à trier le matériel accumulé de la vie quotidienne, à intégrer les idées et à permettre aux énergies créatives et spirituelles de s'unir sans interférence extérieure. Votre maison devient la grotte de l'ermite, un espace protégé où ce travail essentiel peut se produire. Les limites que vous fixez autour de votre temps et de votre énergie deviennent les murs du sanctuaire, non pas pour tenir les autres à l'écart en permanence, mais pour créer les conditions nécessaires au développement intérieur. Lorsque vous émergez finalement de ces périodes de retrait, vous apportez quelque chose de précieux à vos relations et à votre communauté. Une clarté accrue, une énergie renouvelée et des idées authentiques qui ne peuvent être acquises que par une attention intérieure soutenue. L'archétype de l'ermite valide votre instinct, selon lequel certains aspects de la croissance et de la guérison ne peuvent tout simplement pas se produire dans des contextes sociaux, aussi solidaires ou bien intentionnés soient-ils. La lanterne que l'ermite porte représente l'illumination qui vient de la volonté de s'asseoir avec l'incertitude, de traiter les émotions difficiles et de laisser de nouvelles compréhensions émerger en leur temps. Adopter cet archétype ne signifie pas devenir isolé de façon permanente ou rejeter toute connexion humaine. Cela signifie reconnaître que la capacité à avoir des relations authentiques se développe souvent à travers des périodes de solitude consciente et que la qualité de votre relation interne avec vous-même influence profondément la qualité de toutes vos relations externes. Jung a souligné que la santé psychologique ne se trouve pas dans les extrêmes, mais dans un dialogue conscient entre des forces complémentaires. L'objectif n'est pas un retrait permanent de la connexion humaine, mais plutôt un équilibre réfléchi entre l'engagement intérieur et extérieur, basé sur vos besoins authentiques, plutôt que sur les attentes sociales ou la culpabilité. La solitude, lorsqu'elle est choisie consciemment et engagée de manière ciblée, devient une forme de pratique plutôt qu'un simple isolement. Dans le silence, votre psyché a de l'espace pour intégrer les expériences de la journée, traiter le matériel émotionnel et retrouver le sens de la cohérence interne que la stimulation externe constante peut fragmenter. Ce n'est pas de l'entretien égoïste, c'est une préparation à un engagement plus authentique lorsque vous choisissez de vous connecter avec les autres. La clé réside dans le fait d'apprendre à distinguer entre la solitude qui sert votre développement et l'isolement qui découle de la peur ou de l'évitement. Un retrait sain et réparateur et clarifiant. Vous en ressortez avec une énergie et une perspective renouvelée. Un isolement malsain a tendance à augmenter l'anxiété, le doute de soi et la déconnexion de votre moi authentique. Créer une pratique consciente de la solitude pourrait impliquer d'établir des rituels réguliers qui honorent votre besoin d'espace intérieur. Cela pourrait être aussi simple qu'une routine matinale où vous vous asseyez avec votre café et vos pensées avant de vous engager avec le monde extérieur, ou aussi structuré que des périodes hebdomadaires où vous éteignez tous les appareils et passez du temps dans la nature ou une pratique créative. L'art consiste à devenir sensible à vos rythmes et besoins internes, puis à communiquer ces besoins clairement et sans excuse. Cela nécessite de développer une aisance avec des déclarations comme « J'ai besoin de temps pour moi ce week-end » ou « Je ne suis pas disponible pour des plans sociaux cette semaine ». Ce ne sont pas des rejets de personnes au spécifique. Ce sont des affirmations de votre responsabilité de maintenir votre bien-être psychologique. Il est tout aussi important d'apprendre à reconnaître quand une connexion authentique servirait véritablement votre développement et votre bonheur. Toute solitude n'est pas saine, tout comme tout engagement social n'est pas épuisant. L'objectif est de développer le discernement pour savoir quand s'engager et quand se retirer, en fonction de vos besoins réels, plutôt que de schémas automatiques ou de la pression sociale. Lorsque vous choisissez de vous connecter avec les autres, que ce soit avec des personnes qui respectent vos limites, qui comprennent que votre besoin de solitude n'est pas un rejet d'eux personnellement, et qui apprécient la qualité de présence que vous apportez lorsque vous fonctionnez à partir d'un état intérieur centré et restauré. Ces relations deviennent des collaborations dans un développement mutuel, plutôt que des compétitions pour le temps et l'énergie. Les idées de Jung deviennent les plus précieuses
lorsqu'elles sont traduites en stratégies pratiques quotidiennes qui vous aident à honorer vos besoins psychologiques, tout en naviguant dans les attentes sociales avec grâce et clarté. La première étape consiste à développer une sensibilité à vos signaux internes, ces indicateurs subtils que votre système est en surcharge ou que vous avez besoin de temps pour la restauration et l'intégration. Les symptômes physiques fournissent souvent les informations les plus claires. Remarquez quand vous vous sentez soudainement épuisé après ce qui aurait dû être une interaction sociale énergisante. Faites attention aux changements dans vos habitudes de sommeil, votre appétit ou votre sentiment général de bien-être après des périodes de forte demande sociale. Votre corps reconnaît souvent l'épuisement énergétique avant que votre esprit conscient ne le reconnaisse. Les signaux émotionnels peuvent être tout aussi informatifs. L'irritabilité qui semble disproportionnée par rapport aux circonstances, le fait de se sentir submergé par de petites décisions, ou le fait de vous retrouver exceptionnellement critique à l'égard du comportement des autres, indiquent souvent que votre système a besoin d'espace pour se recalibrer. Plutôt que de traverser ces états en force, ou de vous juger pour les avoir, traitez-les comme des informations précieuses sur votre capacité actuelle. Les symptômes mentaux peuvent inclure des difficultés de concentration, des pensées éparpillées ou le sentiment de constamment éteindre des incendies, plutôt que de s'engager dans un travail ou une réflexion significative. Lorsque votre énergie mentale semble fragmentée ou réactive, la solitude peut aider à restaurer la cohérence nécessaire à une pensée claire et à une expression créative. Développer des scripts simples pour communiquer vos limites peut éliminer une grande partie de l'anxiété liée à la fixation de limites avec les autres. Entraînez-vous à dire « Je ne serai pas disponible pour des plans cette semaine. J'ai besoin de temps pour me ressourcer. » Ou « Je fais une pause dans le fait de recevoir pour un certain temps pour me concentrer sur des projets personnels. » La plupart des gens respecteront une communication claire et aimable beaucoup plus que des excuses vagues ou des explications coupables. Créez un espace sacré dans votre maison qui sert spécifiquement de sanctuaire intérieur. Cela pourrait être un coin avec des sièges confortables et des objets significatifs, un endroit près d'une fenêtre où vous pouvez vous asseoir avec un café le matin, ou simplement votre chambre aménagée d'une manière qui se sent particulièrement nourrissante et privée. Avoir un espace désigné pour la solitude facilite la transition vers l'état interne nécessaire à la restauration et à la réflexion. Enfin, faites preuve de douceur envers vous-même lorsque vous ne pouvez pas répondre aux attentes sociales ou lorsque vous avez besoin de donner la priorité à vos besoins psychologiques plutôt qu'aux préférences des autres. N'oubliez pas que le maintien de votre équilibre intérieur sert en fin de compte tous ceux qui se soucient sincèrement de vous. Une personne centrée et restaurée apporte une présence et une générosité beaucoup plus authentiques aux relations que quelqu'un qui est constamment épuisé par le fait de trop donner et de ne pas assez recevoir. Le voyage vers l'honneur de votre besoin de solitude ne consiste pas à rejeter la connexion humaine ou à s'isoler de façon permanente du monde. Il s'agit de revendiquer votre droit d'exister authentiquement, de protéger l'espace sacré où votre moi le plus vrai peut se développer, et de vous engager avec les autres à partir d'un lieu de choix authentique, plutôt que d'obligation ou de culpabilité. Les idées de Jung révèlent que votre préférence pour le calme, l'intimité et l'interaction sociale contrôlée n'est pas un défaut de personnalité ou une lacune sociale. C'est une expression légitime de la façon dont votre psyché particulière maintient une fonction optimale et crée les conditions nécessaires à la croissance continue et à la découverte de soi. La sonnette qui déclenchait autrefois une peur automatique peut devenir un moment de choix conscient, une occasion de vous sonder et de répondre à partir de la conscience plutôt que de la réactivité. Votre maison est plus qu'une collection de pièces et de possessions. C'est l'expression extérieure de votre sanctuaire intérieur, le lieu où votre moi authentique peut se reposer, se restaurer et se développer sans s'ajuster constamment aux besoins et aux attentes des autres. Protéger cet espace avec des limites claires n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de gestion psychologique qui profite en fin de compte à tous ceux qui vous rencontrent. Les 6 idées que nous avons explorées créent un cadre complet pour comprendre votre sensibilité à l'énergie des autres comme une forme d'intelligence plutôt qu'une faiblesse, votre besoin d'espace psychique aussi légitime que votre besoin d'espace physique, le risque de vous perdre en accommodant constamment les autres, les activations de l'ombre comme des opportunités de croissance plutôt que
Eu des échecs personnels. Le retrait comme une nécessité de développement plutôt qu'un dysfonctionnement social. Et la liberté de dire non sans culpabilité comme un signe de maturité psychologique. L'archétype de l'ermite nous rappelle qu'une partie du travail le plus important de la vie se déroule dans une solitude consciente, loin des exigences et des distractions extérieures. Votre volonté de répondre à cet appel, de créer du temps et de l'espace protégé pour le développement intérieur, démontre une forme de courage que notre culture hyperconnectée ne parvient souvent pas à reconnaître ou à valoriser. L'équilibre entre la solitude et la connexion devient une pratique continue d'accord avec vos besoins réels et vos rythmes authentiques, plutôt que d'une conformité automatique aux attentes sociales. Lorsque vous choisissez de vous engager avec les autres, que ce soit à partir de la plénitude plutôt que du vide, du choix plutôt que de l'obligation, d'une préoccupation sincère plutôt que d'un devoir de façade. Les outils pratiques que nous avons discutés, reconnaître les signaux internes, communiquer clairement les limites, créer un espace sacré et pratiquer l'autocompassion, transforment ces idées de concepts abstraits en réalités vécues qui peuvent améliorer à la fois votre solitude et vos liens avec les autres. Votre façon d'être au monde est fondamentalement valide. Votre besoin de calme, votre préférence pour l'intimité, votre exigence de temps non planifié pour penser et ressentir et simplement exister, ce ne sont pas des problèmes à résoudre ou des faiblesses à surmonter. Ce sont des expressions de la sagesse de votre âme sur ce dont vous avez besoin pour rester authentique, créatif et véritablement disponible pour les relations et le travail qui comptent le plus pour vous. Faites confiance à l'intelligence de votre propre système. Honorez les limites qui émergent d'une connaissance de soi profonde. Créez les conditions qui permettent à votre moi le plus vrai de s'épanouir. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'accommodation, la solitude plutôt que la socialisation superficielle, et les soins personnels authentiques plutôt que la disponibilité de façade, vous ne servez pas seulement votre propre développement, vous montrez aux autres la possibilité de vivre avec une plus grande intégrité et un plus grand respect de soi. La sonnette peut encore sonner de manière inattendue, mais vous pouvez maintenant l'aborder avec conscience, plutôt qu'avec une peur automatique, le choix plutôt que l'obligation, et la confiance en votre droit de répondre de la manière qui sert votre bien-être authentique. C'est le cadeau qu'offrent les idées de Jung, non pas une prescription de retrait permanent, mais un cadre pour une vie consciente qui honore à la fois votre besoin de solitude et votre capacité à avoir des liens significatifs.